fais très bien la batterie, les gars, vous avez vu? Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui vidéo réponse à nos amis John Steelbook et Funky Pop, car ils ont fait leur dernière vidéo, c'était sur le support physique et les souvenirs qu'ils nous ramenaient. Et du coup ça m'a inspiré, je me suis dit oulala, ça c'est une vidéo réponse obligatoire. Donc malheureusement j'ai beaucoup bossé ces derniers temps, j'avais pas eu le temps, là j'en profite. Comme vous pouvez le voir les curieux, je suis pas dans mon environnement habituel, je suis chez madame, hein, donc au niveau de la déco, c'est pas moi. Bref, donc du coup on va lancer leur vidéo et je mettrai pause au fur et à mesure de la vidéo et pour leur répondre et machin bidule comme vous en avez l'habitude. Allez, c'est parti. Avant qu'on commence, quelqu'un veut peut-être sortir? Bah du coup non. Hein, on va rester là. Moi je suis en mode blague de merde aujourd'hui. Faites gaffe, ça peut être chaud. Bonsoir. Ben bonsoir mon petit Funky. Bonsoir, bonjour, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo bien sûr. Félicitations. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne savent pas, il a rejoint le club des papas. Ouais, il y a un mini John Steelbook qui est sorti. Ouais. Et donc oui, félicitations à l'ami John qui, félicitations, bonne chance à lui. Ouais, je veux pas de gosse, donc forcément quand j'entends ça, moi je déconne dessus. Bon, il sait très bien que je plaisante, il n'y a pas de souci. Ben voilà, un papa, il est parti pour une nouvelle mission dans sa vie, bonne chance à lui et mieux vaut lui que moi. Allez, on enchaîne. On va partir sur 10 supports physiques. Et je veux que dès que je te cite le support, tu me racontes une anecdote sur ce support-là. Bon, t'es prêt? Je suis ready. Il y a 3 thèmes. C'est juste pour savoir, pour ceux qui veulent se barrer rapidement, de ce thème-là m'intéresse pas. Il y aura le thème vidéo, le thème audio. Et je sais qu'on a, nous, on a des gens qui nous suivent qui sont très polis. Et après, le thème plus... je l'ai mis que dedans. Jeux vidéo. Voilà, jeux vidéo, jouets, enfin la partie mumus, quoi. J'ai envie de dire vidéoludique. Voilà, donc j'ai laissé John présenter le sujet donc de la vidéo. Ceux qui n'auraient pas vu leur vidéo originale, je laisse aller sur leur chaîne John Steelbook et Funky Pop, nos souvenirs sur différents supports physiques hors série numéro 10. Allez, c'est parti. Si je te dis VHS, hein, une anecdote qui te vient à l'esprit en repensant à l'époque de la VHS. Alors, une petite anecdote VHS. Alors, personnellement, la première qui me vient à l'esprit, c'est quand j'étais gamin, il y avait le magnétoscope et la télé, hein, dans le salon. Et ma mère avait son téléviseur et son magnétoscope dans sa chambre. Évidemment, la chambre des parents, c'était proscrit. Sauf qu'elle avait plein de VHS. Et il y en a, et de temps en temps, quand elle n'était pas là, et que moi j'étais à la maison parce que j'avais pas école ou une connerie comme ça, j'allais dans sa chambre et je cherchais un film. Alors évidemment, il y avait les films proscrits, genre Basic Instinct, etc. Et puis il y avait cette VHS au milieu, une VHS non enregistrée, celle-là, une VHS achetée, du film Rock. Et moi, j'étais, à chaque fois que je passais devant, je passais devant et je l'ignorais, cette VHS. Parce que, je sais pas, la jaquette ou les acteurs, tout ça, à l'époque, voilà, je te parle de ça, j'étais, je sais plus quel âge j'avais, mais j'avais, j'étais gamin, quoi, dans l'adolescence, quoi, entre 10 et 15, j'en sais rien, parce que ça remonte. Et à chaque fois, je passais à côté, Jusqu'au jour, je me suis dit, bon, allez, on va essayer. Et quand j'ai pris cette VHS, je l'ai mise dans le magnétoscope du salon, j'ai regardé le film. À la fin du film, j'étais comme un dingue. Et je me suis dit, mais putain, comment je suis passé à côté de ce film? Parce que ça, je te dis ça, mais entre la première fois que j'ai eu la VHS et le moment où je l'ai regardé, il s'est passé peut-être 1 an ou 2, tu vois. Donc je me dis, comment j'ai pu passer à côté de ce film alors que juste il y avait la VHS qui m'inspirait pas? Et en fait, depuis ce jour, je suis très open sur beaucoup de choses parce que je me dis, tu vas peut-être passer à côté d'un super film. Alors attention, The Rock, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, mais c'est un film que j'ai beaucoup aimé. J'adore la musique, j'ai adoré l'esprit à l'époque. J'avais adoré les raisons pour lesquelles le général fait ce qu'il fait dans le film. No spoil pour ceux qui l'ont pas vu, mais un très bon film d'action. Voilà, c'est pas, encore une fois, c'est pas un super film. Je crois que j'ai mis 6 ou 7 comme note de mémoire, même si je crois que je l'ai pas noté depuis. Enfin bon, bref. Donc voilà, première anecdote VHS, je vais me rappeler de ça. Et puis après, là, tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, le délire VHS, c'est aussi mon père, qui est, c'est un peu à cause ou grâce à lui, hein, je sais pas, comme on veut, que je suis à fond dans le cinéma comme ça. C'est que lui, quand il a enregistré, c'est souvent des anecdotes que j'ai racontées, mais bon, pour ceux qui l'ont raté, quand il a enregistré un film à la télévision, il préparait la VHS. Genre le film, c'était 20h50.
ben, la cassette était prête dans le lecteur et il appuyait pas sur enregistrement parce que quand tu appuies sur enregistrement, il fallait que le lecteur se mette en route et commence l'enregistrement et donc tu perdais entre le moment où tu appuyais enregistrement et le moment où ça commençait vraiment à enregistrer, il se passait peut-être 2, 3, 4 secondes, tu vois. Et du coup, mon père, pour être sûr d'avoir le début du film nickel, ben, il était au taquet, tu sais. Le film, c'était 20h50, lui, la VHS, elle était dans le magnétoscope, il avait appuyé sur enregistrement et pause. Donc le magnétoscope était prêt à être enregistré, il avait juste à enlever la pause, et dès que le film commençait, boum, il enlevait. Et évidemment, quand la publicité, parce qu'à l'époque, maintenant je ne sais plus combien il y en a avoir 3, 4, 5, j'en sais rien, mais à l'époque il n'y en avait qu'une, au milieu du film, quand la publicité arrivait, hop, stop, il rembobinait un chouïa, mettait lecture, et regardait au moment exact où le film s'arrêtait, il mettait pause, et pareil, il remettait enregistrement pause, et dès que le film repartait, poum, il appuyait sur pause. Et comme ça, j'avais le film comme une VHS achetée, quoi. Donc voilà, ça c'est les deux trucs qui me viennent à l'esprit pour la VHS. Ça peut être plus expéditif. Vas-y. On va aller par étapes. Ouais. Ce qui est eu après la VHS, le laserdisc. Ok. Une anecdote sur le laserdisc. Non, j'ai pas eu de lecteur laserdisc. Alors désolé Funky, je t'interromps. Moi ça va aller très vite sur ce sujet-là. Laserdisc, zéro. Voilà, zéro souvenir pour moi. Le seul souvenir que j'ai, c'est que je savais que ça existait. J'étais en mode VHS à l'époque, le laserdisc en plus, le laserdisc c'était des machines, laisse tomber quoi, c'était des vinyles, les 33, c'est ça les gros, hein, les 33 tours, les trucs énormes comme ça, et j'ai jamais eu de lecteur et ça m'a jamais plus intéressé que ça, et de ce que j'en sais, la qualité était pas non plus folle, mais bon voilà, j'en sais pas grand chose à ce sujet-là. Donc voilà, laserdisc pour moi, niet, on va passer directement au sujet suivant. Bon voilà, c'est plus simple parce que je pense que là on s'est lancé plus. On en avait parlé. DVD. Le DVD, ton souvenir le plus mémorable de DVD. Skippers, le premier DVD que j'ai acheté. Alors au niveau DVD, moi, mon premier souvenir, ça va être, dans ma tête, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est PlayStation 2, hein, déjà. Parce que je pense beaucoup d'entre nous, on a démarré le DVD à l'époque de la PlayStation 2. Et la PlayStation 2, quand elle était sortie, il y avait la prise Péritel, mais c'était la prise Péritel pétée. Ah non, ça c'était sur la 1, je sais plus. Parce que c'était la prise Péritel où il n'y avait pas toutes les broches. Et donc après on achetait les câbles dits RGB pour Red, Green and Blue. Mais nous à l'époque, enfin en tout cas moi je ne savais pas ce que ça voulait dire et mes potes non plus. Mais en tout cas tu avais une qualité d'image bien supérieure. Et puis surtout, même avec la broche, la prise Péritel pétée qui te vendait avec la PlayStation 2, la qualité d'image du DVD, le bond en avant de malade que ça faisait. En tout cas à l'époque en passant de VHS DVD, c'était waouh. Et puis le côté menu, le menu interactif. Alors je vous avoue que le menu interactif, ça m'a très vite gonflé. Moi ce que j'aime bien, c'est en plus le menu interactif, une fois sur une à peu près, ça spoilait des images du film. J'ai pas envie de voir ça moi. Moi j'ai envie de voir le menu. Tu vois, tu m'envoies au menu, tu mets une image, une musique de fond, peut-être des extraits de la bande-annonce éventuellement, j'ai envie de dire why not. Mais moi j'ai envie que ça aille vite. Mais en attendant, à l'époque c'était quand même révolutionnaire. Tu avais les menus animés, tu pouvais... Tu te baladais dans les menus, tu avais plein de bonus, la filmographie. Moi j'aimais bien, je me rappelle à l'époque, je regardais beaucoup la filmographie des acteurs pour voir, ah oui, il a joué là-dedans. Bon, maintenant on a IMDb, donc ça, on s'en bat un petit peu à la rondelle d'avoir ça en bonus sur un film. Mais voilà, premier souvenir de DVD. Alors, je sais qu'à l'époque, à la Fnac, ça coûtait une putain de tonne. En France, c'était, je crois, je me rappelle, Matrix faisait 244 francs. Ce qui aujourd'hui ferait 35 € à peu près, 35-38. Malgré tout, c'était ultra cher, sachant qu'une VHS se vendait, je crois, dans les 100 francs. Je crois, hein, je dis ça, mais putain, ça date les souvenirs. Donc oui, ultra cher le DVD. Alors après, tu avais les fameux prix verts, etc., etc. Mais voilà, je crois que les premiers que j'ai eu, je me rappelle, j'avais eu Stigmata, ça je suis sûr, j'en ai eu 3 d'un coup, j'en avais acheté 3 d'un coup. Il y a eu Stigmata, je me rappelle, avec Gabriel Byrne, je crois. Et comment elle s'appelle, il y avait Matrix, et le troisième, je sais plus celui que j'avais eu, mais je suis sûr que j'ai eu Stigmata dans mes 3 premiers DVD. Donc voilà, mes premiers souvenirs de DVD, moi c'est PlayStation 2, parce que voilà, hein, on avait un lecteur, je jouais à ma console de jeu et en même temps j'avais un lecteur de films, et ça m'a aussi aidé à me lancer dans le cinéma, dans les films, parce que du coup j'achetais des DVD, puis je pouvais les voir dans ma chambre au lieu d'aller les voir dans le salon, puisque j'avais un lecteur de films. Tu vois, on s'en fout, ce DVD VHS. J'avais un lecteur de film, puisque je n'avais jamais eu de VHS dans ma chambre. J'ai même eu très tard un téléviseur, parce que ma mère voulait pas que j'ai un téléviseur, parce que sinon j'allais bloquer dessus. Et je l'ai eu que très tard dans l'adolescence. Enfin, tard, tout est relatif.
parce qu'au final, ma mère, elle avait plein le cul que je squatte le salon. Donc elle m'a dit, tiens, elle m'a pris un téléviseur, j'avais pas d'antenne, rien. Tac, elle m'a mis le téléviseur dans le salon, dans ma chambre, pardon, et hop, j'ai branché ma PlayStation ou le Super Nintendo, je sais plus à quel niveau j'étais à l'époque, et au moins je la laissais tranquille. Alors du coup, je rajoute un petit truc, c'est vrai que là, je les ai écoutés un petit peu parler, donc vous, j'ai coupé hein, évidemment pour que ça aille plus vite. Ça me rappelle aussi que le DVD, ça a été la première fois où j'ai acheté un home cinéma. Home cinéma, on parle de audio, hein. J'avais acheté ça sur le site pearl.fr, il y avait un gros magazine, il y avait plein de gadgets dedans, et à un moment donné, ils vendaient un système son 5.1 Yamaha, mais d'une bonne qualité, tu vois, c'était, je crois, à l'époque, j'avais payé ça, je crois, 149, ouais, 150 euros, ou 130, je sais plus, enfin, ouais, 150 euros, donc ça faisait cher à l'époque, mais en même temps, pour une installation home cinéma, alors attention, j'avais des satellites, mes speakers et mes enceintes, les 5 étaient comme ça, tu vois, c'était des petits carrés, machin, longs comme ça, donc c'était pas énorme, tu vois, mais j'avais en attendant un son 5.1 et DTS, parce qu'il faisait les deux, Yamaha. Donc j'avais le petit ampli, il était tout minuscule, le long là sur le côté par rapport aux gros monstres qui se font maintenant. Mais ça m'a permis de découvrir ça. Et puis le son 5.1, je me rappelle la scène par exemple dans L'Exorciste, je crois au début du film. À un moment donné, il y a un avion qui passe. Et l'avion, en fait, tu le sens passer, tu vois, tu l'entends passer de droite à gauche. Et j'avais trouvé ça dingue, tu vois, de droite à gauche et même derrière, parce que je crois qu'il arrive de derrière, et puis un truc comme ça, je sais plus. Alors je me rappelle de cette scène-là, dans La Momie aussi. À un moment donné, vers les trois quarts du film, il y a une scène où tu passes de la journée à la nuit, et quand ça passe de la journée à la nuit, l'image passe comme ça, et tu as un vol de chauve-souris, comme ça, et qui viennent de derrière. Je me rappelle quand j'avais vu le film, je m'étais cagué dessus, parce que je regarde le film, ça change de scène, et puis d'un coup j'entends ça qui vient derrière moi, oh là là, je m'étais chié dessus, et ça m'avait fait rire après, parce que du coup je me rappelle, j'avais sursauté de mon fauteuil, et je m'étais retourné, genre ça arrive de derrière, tu vois. Voilà, des petits détails comme ça, et c'est vrai que bon, à l'époque c'était pas non plus les grands home cinéma et super développés qu'on a maintenant, mais voilà, ça me rappelle ça, et puis le son 5.1 c'était quand même autre chose, avec le caisson de grave et tout, que le son pourrave qui sortait du téléviseur. On va passer directement au Blu-ray classique. Plus compliqué, je trouve, le Blu-ray, non? Bah, c'est plus récent aussi, même s'il y a un gros gap aussi finalement avec le Blu-ray. Alors j'ai mis pause, désolé John, t'as une gueule de cul, mais on s'en fout, c'est pause, on sait que t'es beau dans l'habitude, détends-toi. Alors le Blu-ray, bah écoutez, moi le Blu-ray pour le coup ça a été une expérience assez récente au final, parce que le DVD je l'ai gardé pendant très longtemps, parce que j'ai eu une mauvaise expérience avec un Blu-ray à une époque, et en fait ça m'a refroidi pendant la décennie à venir, et c'est pas une façon de parler. C'est-à-dire que je crois que c'était dans les années 2007-2008 par là. J'ai un collègue de boulot qui m'invite chez lui pour voir un film ou pour je sais plus quoi, on s'en fout. Et son colocataire a un énorme écran, un énorme téléviseur Sony Full HD, la folie. Et il était en train de regarder un Blu-ray. Et le Blu-ray, je me rappelle, attention, voilà le film, ultraviolette. Le film, un des films les plus pétés de l'histoire. D'ailleurs, je sais plus qui c'est qui avait fait, il y a un youtubeur là, un gros youtubeur cinéma qui fait des critiques sur est-ce que tu as vu ce film-là? Oh là là, qui a film de merde. Oh là là, putain, le film, nul. Mais bon, ça, c'est pas le sujet. Et en tout cas, je me rappelle que quand j'avais vu ce film-là, ben, la qualité du Blu-ray sur ce téléviseur-là par rapport à ce que moi j'avais l'habitude de voir sur mon téléviseur avec mes DVD, elle était tellement bonne que ça devenait trop. Et en fait, moi, ça m'avait refroidi. Je me dis, mais c'est moche, ça fait pas réaliste. Parce que c'est trop net. C'est con à dire, hein, mais c'est comme ça que je l'ai vu. Et à l'époque, je me rappelle, ça m'a calmé direct. C'est-à-dire que derrière le Blu-ray, je me suis dit, ben, on s'en fout. Même si j'ai eu la PlayStation 3 qui faisait lecteur Blu-ray, je sais plus en quelle, je crois que je l'ai eu en 2008 ou 2009, je sais plus, bref, on s'en fout. Je n'ai jamais eu de lecteur, je n'ai jamais regardé de Blu-ray pendant la décennie, puisque je me suis vraiment mis au Blu-ray en 2020. Et oui, en 2020, je me suis mis au Blu-ray. Pourquoi? Ben parce que je sais même plus pourquoi en fait. Je crois en fait, si, c'est parce qu'en 2019, à Noël, j'avais eu un écran 4K, mon premier Philips Ambilight 4K, et là, quand j'avais mis mon premier DVD dessus, ben, la qualité du DVD sur un 43 pouces 4K, ben, c'était tellement dégueulasse, je me suis dit non, mais en fait, il faut que je passe au-dessus, tu vois. Et puis surtout, oui, j'ai pas précisé, une des raisons, c'est que dans les années 2010, un DVD, ça coûtait que dalle. Alors évidemment, avec le DVD qui venait de sortir, il coûtait 20 € en boutique,
Mais tu allais dans les cash express, cash converteurs, cash machin, truc d'occasion, là, ça coûtait 1 euro, 2 euros, allez, 3 euros max pour un truc un peu récent. Donc je me disais, ben attends, pour 1 euro, je peux m'acheter un DVD, pourquoi je vais dépenser 20 ou 25 dans un Blu-ray, tu vois? Parce que même d'occasion, les Blu-ray, c'était 15-20 euros. Donc à cause de ça, je suis resté au DVD pendant très longtemps. Et puis voilà, jusqu'à ce jour-là, où quand je suis passé, je vous dis, je suis passé à mon premier Ambilight 4K. Bon ben là, à un moment donné, tu te dis, DVD c'est plus possible, surtout écran plus grand. C'était juste plus possible de regarder du DVD sur des écrans de qualité pareille. Et donc je me suis mis au Blu-ray et effectivement, je me suis dit, ah ouais, quand même, voilà la différence. Ce qui fait que moi, en même temps, je suis passé à Blu-ray 4K quasiment en même temps. Donc j'ai découvert le Blu-ray, le 4K quasiment en même temps. Je crois qu'ils vont en parler derrière du 4K. Je sais pas si c'était l'expérience, je sais pas si tu en as testé. Blu-ray 3D. Ouais. Bon, bah, des cinémas John, t'as pas de chance parce qu'à chaque fois que je m'épose, t'as une tête de cul. Bon, je déconne. Regarde, Funky, il est pas mieux. Oui, alors Blu-ray 3D, pareil, ça va aller super vite chez moi. La 3D, je fais partie de ces gens qui ont fait en sorte que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que c'est tout simple. Quand j'ai découvert la 3D au cinéma, comme la plupart des gens, ça a été Avatar, le premier du nom. Et en fait, le gros problème de ce film, c'est que pour moi, la 3D, c'était nul. Et ça l'est toujours malheureusement aujourd'hui. Parce que à l'époque, quand j'avais vu Avatar, quand je vois la pub Haribo avant, je suis comme un dingue. Mais vraiment, je me dis, putain, c'est la folie. Mais c'est-à-dire que j'ai eu un chaud et froid, laisse tomber, quoi. C'est-à-dire que j'ai eu le chaud du truc, la pub Haribo, c'était fou. J'étais au milieu ou vers l'arrière de la salle, je voyais les bonbons de partout. C'était un truc de malade. Je me suis dit, le mec au premier rang, s'il lève le bras, il attrape un bonbon, tu vois. Enfin, un bonbon géant en plus. J'étais comme un dingue. J'ai dit, c'est la folie, la 3D. J'ai regardé le film Avatar, et je vous jure, hein, de tout le film, la seule vraie impression de 3D que j'ai eue, c'est qu'à un moment donné, tu as le Jean-Pierre, là, il marche avec sa lance dans la nuit, dans la forêt, et d'un coup, il se retourne, et du coup, la lance, elle fait là, et elle se retourne, et tu as l'impression qu'elle rentrait dans la salle. Mais en dehors de cette scène-là, tout le film, je me suis dit, putain, mais les couleurs, c'est dégueulasse, c'est quoi cette qualité de merde? Et puis l'effet 3D, bof, quoi. Je me suis dit, oui, il y a un petit effet de profondeur, mais c'est tellement moche à regarder niveau qualité d'image et de colorimétrie, etc., que c'était juste pas possible, en fait. Et du coup, moi, la 3D, j'ai dit non. Alors, j'ai redonné de chance à d'autres films après, je sais plus ce que j'avais été voir en 3D, mais j'en ai vu que quelques-uns, et à chaque fois que j'y suis allé, le même constat. Je me dis, mais la qualité d'image est pourrie. Et du coup, ça m'a refroidi, et puis surtout que l'effet 3D, il était bof, quoi. J'ai été voir, Avatar, deuxième du nom, il y a un mois ou deux, là, et pareil, la 3D, oui, alors c'est un peu mieux au niveau colorimétrie, j'avoue que c'était mieux. Mais pareil, pour moi, c'est assez terne, tu perds en qualité, et puis l'effet 3D, encore une fois, je m'excuse, non. J'ai pas eu cet effet. Moi, je vous dis, le meilleur effet 3D de ma vie, ça a été la pub Haribo en 2009, je crois, quand le premier Avatar est sorti. Les bonbons dans toute la salle, c'était juste un truc de fou. Mais en dehors de ça, les effets 3D, ouais, il y a une petite profondeur par-ci par-là, mais franchement, c'est nul, quoi. Donc, je suis pas du tout fan de 3D. Et là, on parle de Blu-ray 3D, par contre. Donc, Blu-ray 3D, c'est différent. Ça, c'est un truc que j'aurais pu apprécier, parce que c'est vrai que quand le truc est sorti dans les téléviseurs 3D, etc., je me suis dit, je me suis pas plus intéressé que ça du fait que je n'aimais pas la 3D. Seulement, malgré tout, j'ai quand même testé, en tant que fan de technologie, j'ai quand même testé en magasin, je me rappelle, c'était une Fnac, je sais plus où, j'avais testé un téléviseur 3D avec des lunettes. Et là, j'avais dit, ah ouais, là, on discute. Là, il y a de la vraie 3D. Mais dans ma tête, je crois je sais pas pourquoi, après, j'ai pas plus approfondi la chose, mais je pense que je me suis juste dit, là, ils ont dû mettre le meilleur truc possible puisque c'est en démonstration, mais la plupart du temps, ça va être très moyen. Du coup, je pense que j'ai laissé tomber à cause de peut-être ce raisonnement, je me rappelle plus, c'était il y a longtemps. Mais effectivement, je pense que, et vous me direz ça en commentaire si vous l'avez expérimenté, je pense que les Blu-ray 3D à la maison sur les téléviseurs 3D, là pour le coup ça rendait beaucoup mieux qu'au cinéma, en tout cas au niveau colorimétrie, et puis surtout effet de profondeur, c'est ça l'idée, c'est l'effet 3D qu'on recherche, que je ne vois jamais au cinéma, à part une ou deux scènes sur un film de 3 heures, c'est un peu light, tu vois. Alors maintenant on va passer plus récent. Je vois moins l'intérêt, les puristes vont dire, si, c'est quand même, c'est vachement mieux, la 4K. Pour moi, la 4K, c'est vraiment le truc où je vois un intérêt, mais c'est pas... c'est propre, mais moi, ça me transcende pas. Non, c'est pas définitif dans ça. Du coup, j'ai rien à dire.
Alors là, on va passer d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, la 4K, enfin l'Ultra HD, hein, l'UHD, parce que la 4K, l'UHD et la 4K, c'est pas tout à fait la même chose. C'est la 4K pure, l'UHD, les Blu-ray qu'on a à la maison 4K, ils sont pas vraiment 4K, mais bon, c'est juste une manière de parler, c'est pour simplifier la chose. Bon, ça, c'est un autre détail, un autre sujet. Alors, effectivement, eux, ils sont pas emballés, et je comprends pourquoi. Parce que moi, à la base, je suis pas plus emballé que ça, parce qu'effectivement, tu me files un très bon Blu-ray, et tu me donnes, je me rappelle Mortal Engines, à l'époque, il faudra que je me le refasse d'ailleurs celui-ci, quand j'avais fait le comparatif entre les deux, entre le Blu-ray et le 4K, bon, ben, j'étais pas scotché, tu vois. Le 4K était magnifique, mais le Blu-ray était aussi magnifique. Donc un très bon Blu-ray se bat très bien dans la cour des grands avec les moyens 4K. C'est sûr que le gap entre un Blu-ray et un 4K est largement moins. Alors ils disent 4 fois meilleur, oui, mais que 4 fois meilleur, parce que entre une VHS et un DVD et un DVD et un Blu-ray, je crois qu'on peut faire facile x10 tellement c'est mieux, tu vois. Et tu vois vraiment, c'est vraiment choquant la différence entre une VHS et un DVD, et entre un DVD et un Blu-ray. La différence est énormissime. Alors qu'entre un Blu-ray et un Blu-ray 4K, effectivement, tu vois moins. Il y en a une, évidemment qu'il y en a une. Et heureusement, enfin, pas pour tous, mais bon, ça dépend les masters, ça dépend tout plein de choses. Mais c'est clair que la différence, elle est beaucoup moins choquante ou flagrante que entre un DVD et un Blu-ray. Ça, c'est clair et net. Mais tu as des films, je pense à mon top 1, hein, mon top 1 qui a 3 films, il y a Mortal Engines, 1917 et Blade Runner 2049. Et je crois que Lucie aussi est pas loin à rejoindre. Ah non, Alita. Quand tu mets ces Blu-ray-là, 4K, on est clairement à un autre niveau. C'est vraiment une putain de folie. Mais c'est clair que quand je fais mes comparatifs entre les deux, hein, surtout maintenant en plus que je mets les deux lecteurs et que j'ai juste à changer de channel, c'est beaucoup plus flagrant que pour voir les différences. C'est clair que c'est pas non plus décrochage de mâchoire la différence entre les deux, surtout si c'est le même master sur le Blu-ray 4K et le Blu-ray standard. Donc je comprends tout à fait qu'il soit moins marqué par la 4K que le reste, ça c'est sûr. Mais du coup, pour revenir au sujet quand même de la vidéo, l'anecdote du 4K, ben c'est ça, c'est que ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand je suis passé à la HD, c'était parce que j'ai eu mon premier téléviseur Philips Ambilight, c'était un LCD en 2019, Noël 2019. Et donc là, du coup, il était compatible 4K. Je me suis acheté le lecteur Sony 4K et j'ai découvert la 4K comme ça. Mes premiers films, ça avait été Joker et 1917 justement, puisque j'avais entendu dire que c'était deux très beaux masters 4K, des références. Et effectivement, c'était magnifique. Et 1917, je l'avais vu sur mon LCD et quand je l'ai vu sur mon OLED, alors là, il est passé top 1 alors qu'il était top 5, tu vois, sur le LCD. Parce que sur l'OLED, c'est juste énormissime. Si, je sais qu'après, tu vois, par exemple, je pense à... Quand je pense 4K, je pense directement à... putain, merde, je suis fatigué, j'oublie... bonjour à tous, Kazazel. Je pense directement à Kazazel qui, je sais que des fois, il dit... Je pense qu'on n'a pas le même niveau d'exigence que... Ouais, je pense qu'il a un niveau d'exigence qui est assez élevé dans Monsieur est compliqué. La perfection, je pense qu'il est peut-être plus connaisseur sur cette technique-là que nous, on peut l'être, ou en tout cas, il y attache plus d'importance que nous, on peut y attacher d'importance. Donc, ouais. Mais moi, je suis exactement comme toi, j'ai pas de... Je vais te dire par élimination Alita, mais le Blu-ray est tellement beau déjà aussi. Ouais. Bon, voilà, j'ai laissé ce petit passage parce que, bon, là, petite dédicace, coucou les mecs. Évidemment, je sais pas si je suis plus pointilleux, c'est juste... ouais, ils ont peut-être raison en fait, je suis peut-être un petit peu plus pointilleux là-dessus, puis surtout quand tu as goûté à l'ultra haute définition et la bonne, genre là, John donne un parfait exemple, il fait encore une tête, putain, on dirait qu'il est déformé de je sais pas quoi, qu'est-ce qui se passe? Bon là, Funky, t'es presque beau. Alita, magnifique. Et je crois en plus que c'est même pas un Master 4K, je sais plus, je mettrai ça en texte sur la vidéo. La qualité de ce Blu-ray 4K de Alita, il est juste fou. En plus, je sais plus si en Dolby Vision ou HDR10+, mais il est juste dingue, il est magnifique. Donc c'est un très bon exemple qu'il a donné. La partie film, on a terminé, on va partir sur un autre thème qu'on fait moins, donc audio. Tout le côté director's cut de cette vidéo, parce qu'on s'est répété. Côté audio, vieux souvenir, la fameuse cassette audio que tu pouvais renvoyer ton stylo pour la mettre en bien sûr. Bon là, j'ai envie de dire, même délire que pour la cassette vidéo, la cassette audio comme ça, comme disait John, que tu pouvais rembobiner avec le crayon gris, tu sais.
Évidemment, un grand souvenir, à l'époque j'avais une chaîne hi-fi toute pétée, mais bon, qui fonctionnait. J'écoutais Skyrock, qui passait de la vraie bonne techno à l'époque. Ah oui, hein, c'est le bon vieux temps. Je sais pas si la Skyrave existe encore. Le samedi soir de minuit à 3h à l'époque, je sais pas si ça existe encore. Bon, j'écoute plus depuis je sais pas, 3 lustres au moins. J'écoute plus cette radio qui passe que de la musique que je n'aime pas. Hein. Le rap, c'est pas du tout mon délire. Bref, on s'en fout. Oui, donc à l'époque, j'écoutais Skyrock, et puis pareil, j'enregistrais la dernière heure, la première heure, la Skyrave. Il y avait plein de titres techno, les Prodigy, Chemical Brothers. Il y avait même un peu de hardcore des fois, mais c'était assez rare. Et puis bon, j'écoutais pas trop ça à l'époque, parce que je te parle de ça, j'avais une 10-12 ans. Le hardcore, je m'y suis mis un petit peu plus tard. Et ouais, non, sur la cassette, tu vois, j'enregistrais mes trucs, j'avais appelé ça, je sais plus quoi, la pure techno volume 1, je crois. Ah oui, la pure techno, c'est ce que j'avais écrit sur le haut de la cassette, là, vous voyez, sur la petite bande, là, la pure techno volume 1, et j'avais fait plusieurs cassettes avec des titres, je savais même pas ce que c'était, j'avais enregistré ça, les trucs à la radio, et je me faisais mes petites compilations personnelles, et c'était la folie, quoi. Est-ce que tu as un souvenir de vinyle? Ah, du vinyle. Alors vinyle, moi ça va aller très vite, j'en ai écouté très peu. Le seul dont je me rappelle, c'était, je crois, les 45 tours, c'est les petits 45 tours, hein, j'espère que je me plante pas. Le 45 tours de Rox et Rookie. Alors pour ceux qui ont connu, j'avais le 45 tours à l'intérieur d'un espèce de petit livret, donc il faisait la taille d'une boîte de 45 tours, hein, le carré là. Avec le petit livret, et t'avais le mec qui te racontait l'histoire. Et à chaque fois qu'il y avait gling gling gling, tu tournais la page. Je sais pas s'il y en a qui ont vécu ça, mais voilà, moi de vinyle, la seule chose dont je me souviens, c'est ça, parce que j'ai expérimenté que ça. Pareil, sur la même platine, la même chaîne hi-fi où j'avais mes lecteurs cassettes, au-dessus j'avais la platine pour mettre les vinyles. Donc voilà, le seul souvenir vinyle pour moi, c'est ça. La partie audio, on a terminé. On fait pas CD. Ah putain, mais si. Non, la partie vidéo, on n'a pas terminé, il reste le CD. Le CD. Donc le CD, vas-y. Le CD, alors, souvenir du CD, je me rappelle beaucoup, moi, des singles. C'était le truc qui existait grâce au CD et qu'il n'y avait pas. Donc CD, compact disque, hein, pour les anciens, pour les nouveaux, pardon, qui ne connaissent pas. Ça se faisait pas de mémoire, hein, ça se faisait pas sur les cassettes audio. Tu pouvais acheter soit l'album sur cassette, soit rien. Et là, tu pouvais acheter soit l'album en disque, soit juste le single du titre phare de l'album. Et je me rappelle avoir acheté La Vache de Milk Incorporated. Je pourrais pas refaire la musique, c'est une musique techno là. Enfin bon, inrefaisable. Et voilà, je me rappelle, j'avais acheté ça. Scatman World aussi. Le mec qui faisait ça, je crois que c'était un anglais ou un australien, je sais plus. Chapeau, moustache, on dirait chapeau melon et bottes de cuir, machin. Voilà, les singles, ça c'est vrai que c'était top parce que ça coûtait beaucoup moins cher, et puis au moins tu avais que la musique qui t'intéressait plutôt que d'acheter l'album en entier, où au final sur l'album souvent t'en as aimé une ou deux sur 10 ou 12, et du coup tu te dis putain, ouais, j'ai dépensé je sais pas combien, 150 ou 100 francs à l'époque pour au final un ou deux titres. Au final t'achètes le single c'était 30 francs je crois, et t'avais la musique qui te suivait, qui te suffisait, pardon. Alors là, pour le coup, je fais une petite pause, parce que John vient de parler de Rammstein, où il a tous les CD. Moi, c'est vrai qu'à une époque, je collectionnais, et je vais être honnête, je les collectionne encore, je les ai toujours, hein, dans une boîte bien rangée dans le grenier de chez ma mère, les compilations Thunderdome, hein, pour ceux qui connaissent, hein, le petit logo ici. Donc ça, c'est un logo d'un label ID&T, qui était le logo maintenant qui est associé uniquement à Thunderdome. Maintenant, ils ont un autre logo, beaucoup plus simpliste pour le label en général, mais ça c'était vraiment le truc Thunderdome hardcore de l'époque. J'ai collectionné tous les Thunderdome, donc je suis pas un malade mental qui collectionnait le disque différent, ou s'il y avait juste le code barre qui changeait. Non, j'ai juste une édition de chaque numéro. Il y en avait le Thunderdome 1, 2, 3, 4. Moi quand j'ai commencé, mon premier ça a été le Thunderdome 19, avec l'espèce de vampire comme ça là, qui avait les mains. Puis après je les ai tous achetés grâce à internet. J'ai pu acheter les anciens que j'avais pas, et je les ai tous maintenant. Donc les numérotés, ça va jusqu'au 23. Après ils ont arrêté la numérotation, mais il y en a jusqu'à 30-35 je crois maintenant. On va faire deux derniers trucs. On part sur un truc important pour nous, vidéoludique, parce que comme voilà, on est devenus potes depuis l'époque Micromania, une grande époque, la grande époque du jeu vidéo. Un jeu vidéo, on reste sur le support physique toujours, un jeu vidéo qui t'a marqué, un seul, je pense qu'il y en a plusieurs, un jeu vidéo qui t'a marqué. Putain, un seul. Juste un, ouais, pas d'anecdote. Je veux plus. Alors, jeu vidéo, là il dit juste un. Moi je vais en faire deux. Je vais en faire deux parce que j'ai une anecdote qui est assez sympathique.
Sur PlayStation 1, je me rappelle qu'à un anniversaire, on m'avait offert Micro Machines V3 et on était 4 potes et on a passé 7 heures dessus. On se tapait des barres de rire, on s'est régalé. Micro Machines V3 multijoueur, alors solo c'était de la merde, hein. Mais alors c'est de la merde, c'était rigolo 2 minutes, mais bon voilà quoi. Alors qu'à plusieurs, tu pouvais jouer jusqu'à 8, je crois, et c'était génial. Micro Machines V3 sur PlayStation 1. J'avais le multi-tape là, ou multi-tap, où tu mettais toutes les manettes, machin. Alors ça faisait un gros bordel, mais on s'en fout. Putain, on se régalait, putain, c'est vraiment une folie. Ah, je vais en parler d'autres, je m'en fous. C'est leurs règles, pas les miennes. Je vais parler de Track and Field aussi. Track and Field, international, Track and Field. Pareil, c'est un jeu d'athlétisme, c'est pareil, tout seul, ça sert à rien. Tu délires pas, tu peux t'amuser mais tu délires pas. Alors qu'à plusieurs, tu te fais ta compétition là où tu es comme un malade, appuie sur les boutons. Moi j'avais la technique du slip, je prenais un vieux slip-bar, je n'utilisais pas ou que je voulais plus utiliser, je l'enroulais autour du doigt, puis je glissais comme ça, je faisais le réglage des boutons, au lieu de prendre, je sais plus, carré rond, je prenais rond et croix, et je faisais comme ça là, avec les doigts évidemment qui bloquaient le doigt pour pouvoir virer le mouvement. Enfin, ça t'allait à des vitesses de fou, tu faisais des records du monde, tu battais le record du 100 mètres de 4 secondes, quoi, tu vois, c'est un truc impossible. Mais bon, c'était génial, le saut à la perche elle allait tellement haut qu'elle était même plus tenue par les barres. La perche, elle volait, la barre, elle volait entre les deux poteaux, quoi, tu vois. Bon, bref, t'as un Track and Field excellent, encore une fois en multijoueur. Et je pense que John, quand j'ai déjà vu la vidéo, hein, et John, je crois qu'il en parle aussi, pour moi, le meilleur jeu de tous les temps, et encore aujourd'hui, on est le 10 mars 2023. Final Fantasy VII sur PlayStation 1. Je veux dire, ce jeu, il est tellement énorme. Le jeu, il est exceptionnel. Il était tellement complet. Tu avais les chocobos, les matérias, les armes à battre, voilà, tu avais le Golden Soccer où tu allais, c'était le centre de jeu, là, l'espèce de... où tu avais plein de jeux, où tu pouvais jouer au snowboard et tout. Je me rappelle même que mon magazine de jeux vidéo Player One, que je regardais beaucoup à l'époque, qui s'est arrêté d'un coup d'ailleurs. Moi j'étais comme un fou, je trouvais pas le nouveau et j'étais même pas au courant qu'il s'était arrêté. Ils avaient fait la chaîne Game One, après je crois les mecs de Player One, bref. Ils avaient même comparé, ils disaient mais t'as pas besoin d'acheter le jeu Cool Borders. Cool Borders c'était le jeu de snowboard qui était très bien, puisque tu pouvais jouer à un jeu de snowboard, alors évidemment moins complet, mais tu pouvais jouer dans un jeu de snowboard dans Final Fantasy VII. Pareil, au lieu d'acheter Moto Racer, tu pouvais jouer dans Final Fantasy à un jeu de moto, tu vois, évidemment beaucoup moins complet, pas du tout le même genre, mais c'est dire à quel point le jeu était complet, quoi. Et puis les limites de chaque personnage, un truc de malade, comme disait John, je crois, dans la vidéo. Il dit tu peux carrément renommer ton personnage. Donc moi mon personnage s'appelait Kazazel, tu vois, c'était un truc de malade. Enfin, c'est vraiment voilà, pour moi le plus grand jeu de l'histoire, Final Fantasy VII sur PlayStation 1, tu peux pas lutter. On finit par une petite touche là. C'est pas du support physique, mais c'est du physique quand même. Un jouet qui t'a marqué. Alors un jouet qui m'a marqué, alors là c'est chaud, parce que j'en ai aucune foutre idée. Je vais prendre quelques secondes de réflexion, je vais faire un cut, je suis à vous tout de suite. Il me vient à l'esprit, il m'en vient une espèce de camion de pompiers avec une nacelle, mais qui n'était pas avec l'échelle, juste la nacelle. Et surtout, je dirais, j'étais un gros fan de Lego quand j'étais gamin. Et en fait, on m'achetait des Lego par-ci par-là, un petit peu, un camion là, un tracteur là, un machin bidule. Puis au bout d'un moment, ça me saoulait, je l'ai démonté, et puis des fois, je montais mes propres Lego. C'est-à-dire que j'avais réussi, alors pas tout, hein, il y a des trucs un peu complexes que je gardais d'origine, mais je montais mes propres Lego, et j'avais créé à l'époque un semi-remorque, mais avec genre 8 remorques derrière, tu vois. Et je m'étais régalé, tu vois. J'avais le Lego qui transportait la navette spatiale, le semi-remorque qui transportait la navette spatiale. Et derrière ça, j'avais mis une autre remorque pour mettre dessus je sais plus quoi. Derrière une autre remorque pour mettre dessus, je sais pas, des voitures ou des trucs d'entretien. Après une autre remorque pour mettre je sais pas quoi. Enfin bref, j'en avais fait 7 ou 8. Et sans déconner, le machin devait faire 1 mètre, 1 mètre 10. Tellement il était énorme. Et mais moi, je me régalais. Merci, à bientôt. Et bien voilà, moi aussi du coup je vais conclure ici. Voilà, c'était ma vidéo pour réponse à John et Funky. Moi là j'ai filmé 1h17. Évidemment il va y avoir un montage. Vous verrez le résultat final. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous retrouve en commentaire. Merci, à la prochaine. Tchou bisous. Alors pour ceux qui ont l'œil et qui avaient repéré ce livre, juste ici, là, en bas de l'écran. Oui, ça c'est Le Seigneur des Anneaux, The Lord of the Rings.
Alors, version croate, hein, puisque voilà. C'est juste pour dire que madame a de très bons goûts. Voilà, si quelqu'un est un gros fan et qui veut le film, ah merde, j'ai perdu le marque-tapage, je vais mourir. Oh putain! Quand elle va le voir, elle va me tuer. Bon, voilà, en tout cas, c'était pour dire ça. Elle a très bon goût, Lord of the Rings. Il va falloir que j'ai les couilles un jour de me mettre à lire les livres. Voilà, allez, tchou!